incidemment, puisqu'en voici l'occasion, je m'excuse, messieurs les journalistes, vous allez être peut-être assez étonnés, mais je n'ai jamais, quant à moi, dans aucune de mes déclarations, parlé de l'Europe des patries, bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait. Ce n'est pas bien sûr que je renie, moi, la mienne. Bien au contraire, je lui suis attaché plus que jamais, et d'ailleurs, je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapük intégrés. Alors, il est vrai que la patrie est un élément humain sentimental et que c'est sur des éléments d'action, d'autorité, de responsabilité qu'on peut construire l'Europe. Quels éléments? Eh bien, les États, car il n'y a que les États qui, à cet égard, soient valables, soient légitimes et en outre soient capables de réaliser. J'ai déjà dit, je répète qu'à l'heure qu'il est, il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États, en dehors naturellement des mythes, des fictions, des parades. D'ailleurs, ce qui se passe pour la communauté économique le prouve tous les jours, car ce sont les États, et les États seulement, qui ont créé cette communauté économique, qui l'ont pourvue de crédit et qui l'ont dotée de fonctionnaires, et ce sont les États qui lui donnent une réalité et une efficacité, et d'autant plus qu'on ne peut prendre aucune mesure économique importante sans commettre un acte politique. On fait de la politique quand on manie en commun les tarifs, quand on convertit les charbonnages, et quand on tâche de faire en sorte que les salaires et les charges sociales soient les mêmes dans les 6 États, quand chaque État permet aux travailleurs des 5 autres de venir s'installer chez lui, quand on prend des décrets en conséquence de tout ça, quand on demande au Parlement de voter des lois, des crédits, les sanctions nécessaires. On fait de la politique quand on fait entrer l'agriculture dans le marché commun, et ce sont les 6 États, et eux seulement, qui y sont parvenus au mois de janvier dernier par leurs instances politiques. On fait de la politique quand on traite de l'association de la Grèce ou des États africains ou de la République malgache. On fait de la politique quand on négocie avec la Grande-Bretagne au sujet de la demande qu'elle a déposée de faire partie du marché commun. On en fait quand on considère les candidatures qui sont avancées par d'autres États au sujet de leur participation ou de leur association. On en fait quand on est amené à envisager les demandes que les États-Unis annoncent en ce qui concerne leur rapport économique avec la communauté. En vérité, on ne peut pas
assurer le développement économique de l'Europe sans son union politique. Et à ce sujet, je signale combien est arbitraire une certaine idée qui était apparue dans les débats récents et qui prétendait soustraire le domaine économique aux réunions de chefs d'État ou de gouvernement, alors que pour chacun d'eux, dans leur pays respectif, c'est là le sujet quotidien et capital. Je voudrais parler plus spécialement de l'objection de l'intégration. On nous l'oppose en nous disant « Fondons ensemble les 6 États dans quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique. » Cette entité nationale, on ne la propose pas parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de fédérateur aujourd'hui en Europe qui ait la force, le crédit et l'attrait suffisant. Alors on se rabat sur une espèce d'hybride et on dit, eh bien, tout au moins que les 6 États acceptent s'engagent à se soumettre à ce qui sera décidé par une certaine majorité. En même temps, on dit, il y a déjà 6 parlements européens, 6 parlements nationaux, plus exactement, une assemblée parlementaire européenne, il y a même une assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui, il est vrai, est antérieure à la conception des 6, et qui, me dit-on, se meurt au bord où elle fut laissée. Eh bien, malgré tout cela, élisons un Parlement de plus, que nous qualifierons d'européen, et qui fera la loi aux 6 États. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement, quand bien même on aurait 6 signatures au bas d'un papier. Y a-t-il une France? Y a-t-il une Allemagne? Y a-t-il une Italie? Y a-t-il une Hollande? Y a-t-il une Belgique? Y a-t-il une Luxembourg qui soit prêt à faire sur une question importante pour eux au point de vue national et au point de vue international, ce qui leur paraîtrait mauvais parce que ça leur serait commandé par d'autres? Est-ce que le peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple hollandais, le peuple belge, le peuple luxembourgeois sont prêts à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers, dès lors que ces lois iraient à l'encontre de leur volonté profonde? Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas moyen, alors qu'il est, de faire en sorte qu'une majorité puisse contraindre une majorité étrangère, puisse contraindre des nations récalcitrantes. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur.
Et peut-être que c'est ça qui, dans quelques mesures et quelquefois, inspire certains propos de tels ou tels partisans de l'intégration de l'Europe. Alors il vaudrait mieux le dire. Voyez-vous, quand on évoque les grandes affaires, eh bien, on trouve agréable de rêver à la lampe merveilleuse, vous savez, celle qui suffisait à Aladdin de frotter pour voler au-dessus du réel. Mais il n'y a pas de formule magique qui permette de construire quelque chose d'aussi difficile que l'Europe unie. Alors mettons la réalité à la base de l'édifice. Quand on nous aura fait le travail, ben nous pourrons nous bercer au conte des 1001 nuits. Eh bien, il y a un homme d'État qui avait tout compris de ce système diabolique, mais très ingénieux, il faut reconnaître, très intelligent. Dès 1962, cet homme d'État, c'était Charles de Gaulle, dans sa conférence de presse du 15 mai 1962. Je voudrais insister sur un point énorme. De Gaulle, comme vous le savez, a quitté le pouvoir en 1946, en janvier 1946, parce qu'il considérait qu'on allait retomber dans les travers de la Troisième République avec le régime des partis. Il a claqué la porte, non sans grandeur, mais aussi avec une certaine, comment dirais-je, illusion sur sa propre personne. Il pensait qu'on le rappellerait dans les mois qui viennent, pas du tout. Il a entamé ce qu'on appelait la traversée du désert de 1946 jusqu'à 1958. Le traité de Rome, créant la Communauté économique européenne, a été, je l'ai dit en préambule de cette conférence, signé le 25 mars 1957. De Gaulle était à Colombey. Les gaullistes à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, comme on dit à l'époque, étaient quand même très peu nombreux. Il y en avait d'ailleurs beaucoup qui étaient allés à la soupe, comme disait De Gaulle. Sauf que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu, à partir de la Toussaint 1954, le début de ce qu'on appelle pudiquement les événements d'Algérie, c'est-à-dire en fait la guerre d'Algérie, avec des revendications indépendantistes d'un certain nombre de leaders algériens, légitimes évidemment à de nombreux égards, mais également financés et soutenus en sous-main par les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique de l'autre, pour que la France perde son influence en Afrique du Nord. De Gaulle est arrivé dans des convulsions terribles en 1958, au moment où la France allait basculer dans la guerre civile. Il est arrivé en 1958 pour régler l'affaire algérienne. Je ne vais pas parler de ça, c'est encore un sujet de polémique avec 50 ans de retard. En attendant, De Gaulle arrive à la fin avec les accords d'Évian d'avril 1962. Les accords d'Évian, c'est, je crois, 15 avril 62, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Référendum qui va suivre, et puis ensuite l'indépendance le 1er juillet 62. Et là, on est un mois après les accords d'Évian. De Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, il a vu le traité de Rome. Et le traité de Rome, il ne s'était rien passé. Il l'a mis dans un coin sur la table. Il a réglé l'affaire d'Algérie, plus ou moins bien. Ça, c'est une autre histoire. Plutôt moins bien que plus. Et enfin, une fois que ça a été réglé, il s'est attelé à l'affaire de l'Europe. Et n'oubliez pas que De Gaulle, il avait bien connu les anglo-saxons. Il n'avait jamais oublié, De Gaulle, ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Roosevelt, je l'ai dit tout à l'heure, qui avait reconnu Pétain et qui ne voulait pas reconnaître la France libre. Avec Roosevelt et Churchill, qui s'étaient rencontrés avec Staline à plusieurs reprises, toujours en écartant la France. Conférence de Téhéran de 1943. Roosevelt, Churchill, Staline, pas De Gaulle. Conférence de Yalta de 1944 au palais de Livadia avec Roosevelt, Churchill et Staline. Conférence de Potsdam de 1945, Roosevelt était mort entre-temps, c'est Truman, Churchill et Staline. Et la France avait été mise de côté, il savait très exactement à quoi s'en tenir sur la politique américaine. Et donc lui, quand il prend en main le traité de Rome, il réfléchit, et il délivre dans une conférence de presse le 15 mai 62, alors qu'on est encore au tout début. Il s'est encore à peu près rien passé avec la construction européenne. C'est encore l'Europe des six. Il s'est quasiment rien passé. C'est pas lui qui l'a signé, ça a été signé un an avant qu'il arrive au pouvoir. Eh bien, il va décrire comment lui, il comprend la situation, et ça va donner cette conférence de presse. Il va dire,
Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait pas une politique faute qu'on puisse en imposer une à chacun des 6 États, on s'abstiendrait d'en faire. Il décrit le rêve d'une construction européenne. Mais alors, peut-être, tout ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors, qui lui en aurait une politique. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Moi, c'est ce que j'appelle un syndic. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. De Gaulle avait donc ainsi tout compris de la stratégie américaine. Il ne cite pas les États-Unis, mais tout le monde le comprend, et ça va faire d'ailleurs un scandale planétaire. Alors, à ce propos, ça me permet de dire, puisqu'on parle de constitution européenne, qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? Alors ça, c'est pas des documents secret défense et autres, il suffit de prendre des journaux d'époque. Je vous convie à aller regarder le Paris Match numéro 136 du 27 octobre 1951, page 18. Là aussi, vous pourrez le trouver facilement sur Internet. D'ailleurs, nous, dans notre université, la dernière université qu'on ait faite, l'université d'automne, dans le Vaucluse, on a fait une petite tombola, ça faisait partie des prix qu'on a remis aux gens qui avaient les bons numéros. Eh bien, dans le Paris Match du 27 octobre 1951, vous verrez une exclusivité mondiale, l'interview du général Dwight Eisenhower, qui avait d'ailleurs débarqué avec les Anglais pour l'opération Torche en Algérie en 1942. Le général Eisenhower était commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe en 1951, avant d'être élu président des États-Unis d'Amérique l'année suivante. Alors, si on regarde cette interview, l'entretien avec le général Eisenhower, vous avez peut-être vu le truc exclusivité mondiale, eh bien vous verrez ici ce qui est écrit là. Que pensez-vous de la Fédération européenne? On va faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Que pensez-vous de la Fédération européenne? Disent les journalistes de Paris Match. Réponse d'Eisenhower: rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, etc., et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons, dit Eisenhower. C'est Eisenhower, en octobre 1951, dans Paris Match, numéro 131, je viens de vous donner les références, 27 octobre 1951, que Eisenhower dit ce que nous voulons, nous, les États-Unis, il sera élu président des États-Unis l'année d'après, c'est qu'il y ait une constitution européenne. C'est lui qui a eu l'idée, en premier. Alors, pendant qu'on y est, qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Il n'y a pas besoin d'aller chercher toujours des documents secrets, même s'ils sont intéressants à vous les montrer. Ça c'est des documents publics. Qui a dit « Je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie. Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. » Eh bien, la réponse, c'est le président américain Clinton. Dans une dépêche AFP du 15 novembre 1999, 15h35. Faites une recherche, si vous ne me croyez pas. Allez, écrivez à l'AFP. C'était lors d'une conférence de presse à Ankara, faite à l'issue de son entretien avec le président Süleyman Demirel, qui d'ailleurs est décédé il y a 2 jours. Voilà. Et là, on le voit, il est dans le bureau avec le président turc. On a l'impression que le président turc lui fait un cours de géopolitique avec ici l'Anatolie. Vous devinez la mer Égée, la Crète, Chypre, la côte d'Afrique du Nord, l'Italie, la Sicile, et puis la Grèce, avec le Péloponnèse, et puis ici les détroits du Bosphore donnant vers la mer Noire. Et Clinton disant « Je continuerai à m'en faire l'avocat ». Et non d'une pipe. Comment se fait-il que le président des États-Unis vient pour dire « Il faut que la Turquie entre dans l'Union européenne ». C'est quand même très bizarre, c'est même plus que bizarre, c'est même tout à fait scandaleux. Est-ce que vous imaginez le président de la République française qui se rendrait par exemple au Mexique ou qui se rendrait au Venezuela en disant
je suis ferme dans ma volonté de faire entrer le Mexique ou le Venezuela dans les États-Unis d'Amérique. On n'imagine pas vraiment ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande tenir ce genre de propos. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les États-Unis rappelleraient immédiatement leur ambassadeur à Paris. Il faudrait savoir par une note diplomatique que ce genre de choses est une grave ingérence dans les affaires américaines et que, voilà, il y aurait une brouille diplomatique de première ligne. Pas un seul État de l'Union européenne n'a moufté. Pas un seul, alors que nous sommes encore en 1989, il y avait 15 États à l'époque. Et pour poursuivre, qui a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne? Qui est-ce qui a dit toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire, c'est-à-dire les pays qui étaient sortis du pacte de Varsovie, et du camp socialiste avec l'effondrement du communisme. Toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté et la même chance de rejoindre les institutions européennes. Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Qui est-ce qui a pu dire ça? Un dirigeant français, un dirigeant allemand, un dirigeant britannique? Non, pas du tout. La réponse de cette grossière ingérence, c'est tout simplement le président américain George W. Bush dans un discours à l'université de Varsovie le 15 juin 2001. Et il poursuit en disant « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie ». Est-ce que vous vous rendez compte que le président des États-Unis d'Amérique ose dire que toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'UE? Quelle est l'autorité qui lui permet de dire ça? Est-ce que les États-Unis d'Amérique sont membres de l'Union européenne? Lui-même fait-il partie des sommets européens, du Conseil des ministres, des chefs d'État et de gouvernement? Qu'est-ce qui lui permet d'avoir cette assurance? Là aussi, bien entendu, pas un pays n'a moufté. En attendant, c'est pour ça qu'il y a eu, en 2005, le fameux élargissement à l'Est de 10 États qui ont été intégrés à l'Union européenne sans que vous vous ait demandé, ni à moi ni à vous d'ailleurs, votre avis. On a fait entrer la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, la Hongrie, la Pologne. On vous a demandé votre avis? Pas du tout. Pourtant, je signale qu'en France, les mariages arrangés par des marieuses sont interdits. Ouais. Donc si vous avez une marieuse qui m'a fait mari de force, un garçon et une fille, parce que les parents en ont décidé ainsi, puis un truc à l'ancienne, un truc médiéval, c'est interdit. Et que d'un seul coup, les Français découvrent qu'on les a mariés à 10 peuples nouveaux avec lesquels ils sont priés de partager la même monnaie, la même politique de défense, la même politique étrangère, la même politique budgétaire, économique, etc. Ça, c'est normal. Qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne en 2005? Qui est-ce qui a dit « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès, il faut quand même le faire, traiter ça de succès, de la construction européenne est importante. » La réponse à cette question vous brûle les lèvres. Il s'agit de Madame Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine, interrogée sur le référendum en France lors d'une visite qu'elle faisait en Lituanie, une conférence de presse à Vilnius le 21 avril 2005, où elle rencontrait le président lituanien, M. Adam Kūs, à l'époque. Ce faisant, celle qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères des États-Unis a piétiné toutes les règles du droit international et des usages diplomatiques. D'une part, on n'intervient pas dans les affaires intérieures d'un autre État, théoriquement, c'est interdit par la Charte des Nations Unies. D'autre part, en période électorale, on intervient encore moins pour dire qu'est-ce que l'on fait, enfin, qui on soutient. Ah, c'est comme si le président français commençait à dire, voilà, je soutiens le président démocrate pour la prochaine élection aux États-Unis. Ça ferait un scandale. Et enfin, on fait encore moins tout ceci dans un pays tiers qui se trouve être la Lituanie. Là aussi, personne n'a rejoint.